Bonjour tout le monde, merci beaucoup du coup d'être venu à notre talk, surtout juste après manger. On espère que la digestion ne va pas trop vous donner envie de roupiller, en tout cas on va tout faire pour que vous n'ayez pas envie de roupiller. Aujourd'hui on va vous parler de MongoDB et comment chez Payfit on a fait pour sortir d'un enfer monolithique. Donc ça va beaucoup se baser sur notre retour d'expérience à travers de quoi on est passé. Et aujourd'hui du coup je présente ça avec Caroline. Alors à Payfit, on est pour ceux qui nous connaissent, vous devez apprécier nos bulletins de paye, et pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une entreprise qui aide à rendre les process RH plus faciles, et notamment en rendant les fiches de paye, les procès d'absence, quelque chose qui soit intuitif et simple à utiliser. Je suis Caroline Becker, je suis senior dev à Payfit depuis 3 ans, et je m'occupe notamment de la modélisation des données. Et moi du coup, c'est Orgix, un peu partout sur le net, même si j'ai aussi un vrai prénom, comme vous pouvez le voir sur la slide. Si vous voulez me rentrer dans une case, je fais des trucs de SRE, on va dire. Je bosse dans une équipe qui s'appelle Data Reliability Engineering, et qui notamment a bossé sur ce dont on va vous parler aujourd'hui. De quoi justement on va parler aujourd'hui? On va commencer par un petit historique de ce qu'on a fait, par quelle étape on est passé sur MongoDB chez Payfit. On va vous parler des incidents de 2023 dont certains d'entre vous ont peut-être souffert si vous êtes client ou si votre boîte utilise Payfit pour gérer ses fiches de paye. On va vous expliquer comment on a stabilisé tout ça, que ça soit au court, moyen ou plus long terme, et puis aussi du coup à la fin les bénéfices qu'on en a tirés, et aussi 2-3 limitations qu'on voit. Du coup, MongoDB chez Payfit, un bref historique. Payfit, au tout début, les prémices, ça commence en 2016. Et du coup, le cluster MongoDB de Payfit, je dis bien commence à cette époque-là aussi. C'est 2016, MongoDB est un peu hype. En plus de ça, on a une approche avec un langage low-code fait maison, dont Caroline vous parlera un peu après, qui fait qu'avoir une approche document-based à ce moment-là, c'est assez adapté. Et donc, c'est super. Il y a ce cluster MongoDB, ce fameux cluster MongoDB qui est là. Et puis c'est pratique, il est là. Donc on peut assez facilement imaginer les conversations qui ont lieu depuis, à base de j'ai des nouvelles données à stocker, je mets ça où vas-y, mets ça dans le cluster MongoDB, là on verra plus tard. Le plus tard, vous l'avez deviné, c'est maintenant. Pour donner une idée, on est quand même arrivé à un état où, pas plus tard qu'il y a encore un an et demi, on avait plus de 95% des données de Payfit qui étaient stockées dans un seul cluster MongoDB monolithique de l'enfer. D'un point de vue architecture, ce fameux cluster, à quoi est-ce qu'il ressemble? J'espère que c'est visible. Oui, c'est visible, a priori, c'est cool. On est sur un cluster qui a 5 shards, donc pour répartir un peu les données aussi scaler horizontalement, sachant que chacun de ces shards va avoir un primary, un secondary et un arbiter, qu'on abrège souvent des architectures PSA. Donc le primary, c'est ce qui va prendre les requêtes la plupart du temps, le secondary est là pour failover si jamais il y a besoin, et l'arbiter est juste là pour avoir un quorum en cas de coupure réseau. Sachant que ces shards, du coup, ces primary, secondary et arbiter, sont pas accédés directement, que ce soit par les applications ou par les gens, c'est accédé au travers de composants qui s'appellent des MongoS, et en fait, qui vont se charger d'aller trouver les données sur les bons shards et d'agréger tout ça avant de les renvoyer. Donc toutes les requêtes passent par ces MongoS. Et tout ce petit monde-là, les primary, secondary, arbiter, MongoS, va aller parler à des MongoConfig, qui sont les composants qui ont connaissance de la configuration du cluster, du setup, du sharding, etc. Et de comment les choses doivent se comporter. Pour info, cette architecture est officiellement découragée par MongoDB. Si on en croit en plus la tête des gens de MongoDB à qui on a montré un peu notre cluster, effectivement, c'est pas génial. Ils étaient vraiment pas ravis de tomber là-dessus. Il y en a même qui ont découvert que ça existait, pour donner une idée. Et ce cluster, comment il tourne? En fait, il tourne sur des instances EC2, des bonnes vieilles VM chez AWS. Pour ceux un peu familiers avec les instances AWS, on est sur des R5, et selon les moments, du 4, du 8 ou du 16x large. Et ces instances, en prime, on les gère assez manuellement, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment d'infrastructure as code pour gérer ce cluster. En fait, comme je vous l'ai expliqué, il prédate en tout cas personnellement mon arrivée chez Payfit, et même l'existence de l'équipe dont je fais partie. Et il y a bien eu de l'infrastructure as code à une époque, mais quand on a récupéré un peu tout ça et qu'on s'est mis à s'en occuper sérieusement, la réalité avait tellement drifté avec ce qui était défini dans l'infra as code que globalement, c'était bon acheté à la poubelle. Donc on est sur une gestion assez manuelle, entre guillemets, de ce cluster. Ce qui fait que, déjà, on peut oublier des choses comme aller scaler le cluster. Aller scaler horizontalement, ça voudrait dire vraiment rajouter des shards de manière très manuelle. Je vous parle même pas de scale down, évidemment. Et même scaler verticalement, on a vite atteint les limites. Je vous parlais de R5 16x large plus tôt. C'est la taille d'instance maximale dans cette range-là sur AWS. Il n'y a pas au-dessus. Donc, incapacité de scaler ce cluster, en plus du fait qu'il soit géré manuellement.
pour rajouter de l'outrage à l'offense, entre guillemets, c'est du MongoDB 3.6. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font du Mongo ou en ont fait, ça date jusqu'à 2017. Et c'est end of life officiellement depuis 2021. C'est vieux. Avec toutes les conséquences du coup qui vont avec. Et en plus de ça, c'est de l'édition communautaire de MongoDB, donc la version vraiment open source, sans la partie MongoDB Enterprise. La partie MongoDB Enterprise qui, en général, apporte justement le côté outillage de gestion de cluster, beaucoup de choses pour le côté observabilité, des métriques, etc. Donc du coup, on doit un peu se passer. On est quand même pas mal aveugle, alors on fait au mieux, mais c'est vraiment pas super. Ce qui fait que, si on veut résumer un peu ce cluster en un emoji, le mild panic résume assez bien la situation, je vous cache pas. Ça, c'est pour le côté architecture. Maintenant, sur le côté modèle de données, c'est pas forcément beaucoup plus rose. Je vais pas forcément m'étendre là-dessus, on va vous en reparler dans 2 minutes, Caro va vous en reparler. Mais juste pour vous teaser un petit peu, dites-vous qu'on tape la max document size de MongoDB, qui est de 16 mégas. Si ça, c'est pas un red flag, je sais pas ce que c'est. Et du coup, plutôt que de parler du modèle de données tout de suite, on va juste parler un petit peu de l'utilisation qui est faite de ce cluster et des données du coup qui y sont stockées. On est sur un cluster qui est partagé par tout le monde, par toutes les applications. C'est-à-dire, en termes de blast radius, ça veut dire qu'une feature un peu paumée dans un coin, pas très importante, il suffit qu'elle fasse des requêtes vraiment n'importe comment, qu'elle mette à genoux le cluster, et que ça impacte des expériences beaucoup plus importantes pour Payfit, typiquement la partie paye. En plus de ça, on est là, je vous présente un peu l'image telle que c'était début 2023, avant qu'on fasse tout le boulot qu'on va vous raconter. On était sur des applications où il y en a certaines qui s'intégraient via l'ADB, c'est-à-dire qu'elles allaient lire et écrire dans les mêmes collections. Avec les problèmes de couplage, voilà, j'en vois qui grimacent au 3e rang, exactement, voir qu'ils se prennent la tête dans les mains, on a fait pareil. Donc des applications fortement couplées et du coup qui complexifient aussi le fait de refactor le data model derrière pour améliorer les choses. On avait des requêtes de 3 mégas, j'ai bien dit des requêtes, pas les réponses. Dans votre requête MongoDB, vous pouvez caser l'intégralité du dictionnaire Oxford. Voilà. En plus de ça, on avait une gestion, je suis content que ça vous fasse rire, on a un peu passé cette étape-là aussi, on a l'étape du rire nerveux, ça va. On a une gestion des index qui était vraiment pas glorieuse, et en fait surtout pas vraiment maîtrisée. On se retrouvait des fois à avoir des équipes qui créaient des index comme ça en pleine journée, avec les potentiels problèmes de log que ça va causer et ralentissement de l'application pour les end-users, ce qu'on veut vraiment éviter. Beaucoup de scripts one-shot lancés par des gens pour aller troubleshooter des choses, aller fixer des problèmes. Pareil, de manière assez peu maîtrisée, tracée, ce qui fait que des fois on avait des incidents et on jouait un peu au détective, on était un peu inspecteur gadget à dire alors, qu'est-ce qui a bien pu tourner quelque part qui a tout foutu par terre. Côté gestion des accès, c'est pareil, c'était pas vraiment glorieux. On avait pour les personnes, pour les accès humains, souvent des choses un petit peu partagées. Et pour les applications, en fait, on a un contrôleur Kubernetes homemade qui s'appelle MongoX. Pour ceux un peu familiers de Kube, en gros, ça nous permet d'aller définir des ressources custom sur Kube, des Mongo Credentials. Et le contrôleur va s'occuper d'aller créer les users qui vont bien sur le cluster MongoDB et d'aller stocker les informations de connexion dans des secrets Kubernetes pour les applications. Et dernier point sur l'utilisation de ce cluster, on a un certain nombre de besoins métiers liés à des histoires de régularisation et de un peu voyager dans le temps sur les données. Caro vous en reparlera. La solution qu'on a apportée à ça pendant longtemps, c'est en gros des hacks d'infra. C'est-à-dire qu'on va aller faire des backups de l'intégralité du cluster. En fait, on va aller faire des snapshots des disques virtuels qui sont derrière, les volumes EBS sur AWS. Avant toutes les 15 minutes, maintenant toutes les heures. Et on a tous des mécanismes pour aller recréer des clusters temporaires basés sur ces données. Pour aller justement après faire ce dont on a besoin. Bref, si on résume un peu tous les problèmes qu'on vient d'évoquer sur ce fameux cluster MongoDB tel que début 2023 chez Payfit, on a un blast radius absolument délirant. N'importe quelle chose qui fait un peu n'importe quoi sur le cluster peut avoir un outage très large chez Payfit. On a des applications qui sont très fortement couplées les unes avec les autres, lisant et écrivant dans les mêmes collections. Impossible de scale le cluster, up, encore moins down, ou que ce soit verticalement ou horizontalement. On commence à taper des limites techniques, max document size de 16 mégas, des incidents assez fréquents, beaucoup de maintenance, que ce soit sur le cluster lui-même ou les choses autour, une impossibilité de répondre à des questions assez basiques, par exemple les fameuses questions de telle collection, quelle application y accède surtout, ou encore les queries que fait telle application en général, elles prennent combien de temps. Alors on se débrouille pour avoir ce qu'il faut niveau tracing, un petit peu au niveau client, au niveau application pour avoir les infos, mais on est très aveugle. On était très aveugle. En plus de ça, possibilité d'attribuer un peu l'usage du cluster ou de faire du dispatch de coûts, par exemple, vers différentes équipes ou différents domaines métiers. Une gestion des informations de connexion, je vous en parlais, qui est très manuelle.
tout ça, ça fait qu'on a fini par avoir une équipe quasiment dédiée à la maintenance et à l'évolution de ce cluster, l'équipe du coup Data Reliability Engineering dont je fais partie. Et il y a quelque chose qui résume assez bien la relation qui s'est établie chez Payfit entre l'ingénierie et ce cluster MongoDB. C'est l'emoji qui est en haut à droite, qui s'appelle sur notre Slack « All man yells at MongoDB ». Quand on en arrive là, c'est quand même qu'il y a un certain passif. Et du coup, je vais laisser Caro un petit peu vous parler du modèle de données sur lequel j'ai un peu fait l'impasse. Voilà, on va revenir un peu dans la manière dont Payfit modélise les données, c'est-à-dire qu'on a des données essentiellement de paye. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà ouvert le code du travail. C'est un petit peu complexe, c'est vraiment un champ d'expertise assez particulier et souvent les personnes qui sont experts en corps du travail, en surtout dans la partie paye, n'ont pas forcément été experts en développement logiciel et réciproquement. Et la manière dont on a réussi à résoudre ce problème, c'est de dire on va être en solution low-code. Donc on a développé un langage maison qui s'appelle le JetLang et qui permet d'un côté à des personnes qui ne sont pas familières avec le développement de pouvoir modéliser du code du travail et à nous de fournir des outils derrière. Donc typiquement, on va avoir des fonctions qui vont s'appeler compte les jours ouvrés sur telle période qui vont enlever automatiquement les samedis, dimanches et les jours fériés. Quelque chose qui est aussi extrêmement central dans notre modèle, c'est la notion d'absence. C'est-à-dire, une paye, vous avez remarqué, c'est quelque chose qui tombe tous les mois. Et c'est vraiment un événement qui est extrêmement récurrent, extrêmement structurant dans la manière dont on fait des données. Et donc, ce qu'on va faire, c'est de se dire, les variables, on va les stocker sur le mois courant ou sur les mois passés. Et ça va vraiment être notre première clé dessus. Et la manière dont on a structuré au début, en mode start-up, qu'est-ce qu'on va faire ? On a des compagnies qui sont nos clients, ces compagnies ont des employés. On va faire un document par employé, un document par compagnie. On va tout mettre dedans, puis ça va bien se passer. Puis, comme j'ai dit, on va les mettre par mois. Puis on se dit, en fait, stocker des données, c'est pas quelque chose qui coûte cher. Par contre, les accès, on veut qu'ils soient très rapides parce que au moment où on fait sa paye, on n'a pas envie de cliquer le matin et le soir, on s'aperçoit que les fichiers de paye sont toujours pas rendus. Donc, on veut que ça aille très très vite. Tant pis, on va pouvoir dupliquer des données. Alors sur des données qui évoluent, par exemple votre salaire net du mois, vous voyez bien que d'un mois à l'autre il change, donc c'est assez pertinent de le répéter chaque mois. Sur d'autres données qui sont peu variables, genre votre prénom, votre nom de famille, il change une ou deux fois dans votre vie, grand max, ça sert à rien de les répéter. Et il y en a d'autres, c'est encore plus absurde. Par exemple, votre date de naissance, elle change rarement. Voilà. Et du coup, on avait déjà des données qui étaient assez destinées à grandir et qui a été très fortement modélisé. Et en plus, assez rapidement, on est tombé sur le problème de la bitemporalité. Donc c'est ce que je vais expliquer en détail. C'est-à-dire que c'est pas uniquement les données qui sont en train d'évoluer, mais la manière dont on comprend les données. Cette compréhension qui évolue, et je vais la modéliser avec le sujet préféré dans le monde du travail, à savoir les congés. Alors, je ne sais pas si vous arrivez, par exemple, peut-être au mois de février, vous avez votre bulletin de paye et dedans vous avez la liste des congés annuels que vous avez cumulés. Souvent en février on en a plutôt en stock, donc vous en avez 10. Et puis la règle généralement c'est 2 jours de congés que vous cumulez par mois. Et donc à votre bulletin de mars 2024 vous allez avoir 12 jours. Puis en avril, c'est une période un peu difficile, vous allez être obligé de poser 15 jours d'arrêt maladie. Et il faut savoir que la loi française dit, pendant votre congé maladie, vous ne cumulez pas de congés. Et donc, quand va arriver le bulletin d'avril, vous allez avoir seulement 1 jour de congé supplémentaire qui va se rajouter à votre stock de 13 congés. Jusque-là, ça va. Exemple de la vie réelle. Bonjour, je suis le Parlement européen. Et en fait, la manière dont la France calcule les jours de congé, c'est pas ça. En fait, normalement, vous devez cumuler des jours de congé même pendant que vous avez la maladie. Et au fait, c'est rétroactif. Rétroactif depuis le traité de Lisbonne en 2009. C'est un vrai exemple. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc là, je le fais juste uniquement sur cette période-là. Mais en fait, vous n'avez pas cumulé 1 jour, vous avez cumulé 2 jours. Jusque-là, ça va. Donc, vous allez me dire, c'est bon, on corrige, le 13, on met 14. Sauf que j'ai parlé de notre sujet préféré, les congés. Et puis, il y a le sujet détesté des entreprises. Ça s'appelle le contrôle URSSAF. Et le contrôle URSSAF, ils n'aiment pas trop que vous ayez des bulletins dont les valeurs changent.
vous avez besoin de pouvoir dire, en fait, en avril, il y a eu 13 jours, mais après, on l'a compris autrement. Et donc, c'est là où on va modéliser, dans ces congés, on dire, les congés qu'on avait cumulés en avril, tels qu'on le pensait en avril, c'était 13, mais en fait, tel qu'on le pensait en mai, c'était 14. Et là, vous voyez, on n'est plus sur une croissance linéaire des données, on est sur une croissance quadratique. Et ensuite, voilà, votre bulletin de mai arrive, vous cumulez 2 jours et vous arrivez à 16. Donc, comme on a toutes ces raisons de croissance, forcément, on allait tomber sur notre limite des 16 mégas très rapidement. Et quand je dis qu'on allait tomber sur cette limite, on avait des documents 15 mégas, 15 mégas 8. Comment on est sorti de cette fonçage vers le mur? Alors on avait, comme l'état avant la grande migration, c'est on a 2 collections, une collection compagnie, une collection employée, puis chaque service va aller taper dans l'une et dans l'autre. Plutôt que de tout migrer d'un coup avec plein de choses à coordonner, ce qu'on s'est dit, on va déjà poser et on va faire une couche de data layer. Donc à ce moment-là, on avait dit prendre GraphQL comme technologie. Ce qui est important, c'est vraiment le fait qu'on ait une couche qui serve au milieu, de dire plutôt que d'aller faire des requêtes, vous allez taper cette API qui est une surcouche. Nous, cette surcouche va aller gérer de savoir dans quelle collection se trouve quelle donnée. Et après, vous avez juste à aller vous interroger cette API GraphQL. Alors, j'aime bien parce que quand on fait des présentations, on fait un petit dessin, on rajoute un petit losange et on a l'impression que c'est super facile. La réalité, c'est que ça nous a pris 110 tickets Jira, pull request GitHub, une quinzaine d'équipes à aller chercher en disant est-ce que tu pourrais pas remplacer ton employees.find par un find employees GraphQL? Oui, ça a l'air de faire la même chose, mais en fait, c'est hyper important et c'est urgent. Alors, ce qui nous a aidé un petit peu à aller vite, c'est que comme la paye de PayFit est chez PayFit, et qu'on leur a dit, en fait, si tu le fais pas, on peut pas te payer. Genre, techniquement, on peut pas te payer. Ça motive tout de suite, voilà, astuce de management, ça marche très très bien. Une fois qu'on a fait ça, on est content d'avoir ce truc découplé, et c'est le moment où on n'est plus obligé d'impliquer toute la boîte dessus, et on peut avoir une équipe qui se focalise sur changer la manière dont le GraphQL va interroger la base pour pouvoir avancer. Et ce qu'on a fait, c'est on a vraiment, je vous avais dit, chaque mois, on génère des nouvelles données. Et on s'est dit, plutôt que de faire grandir ce document au fur et à mesure et pas maîtriser, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque nouvelle paye, on va créer des nouveaux documents. Donc on a séparé nos collections en compagnie variable. Et dedans, on a plutôt qu'un gros document, on a une collection de dizaines, vingtaines, trentaines de documents. Et l'avantage de faire ça, c'est que pendant la migration, on s'est rendu compte que la manière dont on avait shardé notre collection n'était pas bonne. Et on a pu faire la migration très très vite d'employés variables à employés variables sharded avec un peu plus optimisé, sans avoir à aller intervenir auprès de toutes les autres équipes derrière. Alors, si vous avez déjà fait une migration de base de données, vous savez, il y a 2 manières de faire. Soit avec une interruption de service, vous coupez, vous déplacez les données, puis vous rétablissez sur l'autre. Pour de la paye, ça allait être compliqué de dire pendant 1 an et demi, on va couper les données, ou même pendant 1 semaine, on va faire la migration. Donc, ce qu'on a fait, c'est de dire, on va faire pas d'interruption de service. Et là, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc, voilà, une timeline qui est un peu complexe, c'est-à-dire, au début, vous écrivez et vous lisez dans l'ancienne collection. Ensuite, vous avez une étape de synchronisation des données où vous commencez à peupler les nouvelles collections de l'historique des données. Vous avez quand cet historique est fait, vous le rattrapez tous les jours, parce que les nouvelles données sont rajoutées tous les jours, vous devez faire tourner le script de synchro régulièrement. Vous écrivez dans les 2 collections. Une fois que c'est fait, vous ne pouvez pas trop tester. Vous avez besoin de passer à la lecture dans les 2 collections pour vous assurer que ce que vous avez fait est la même chose, que vous avez bien les mêmes résultats derrière, que vous n'avez pas des jours de congé qui ont disparu. Et une fois que vous êtes à peu près en confiance, je dis à peu près en confiance parce qu'il n'y a aucun moyen de s'assurer
que c'est bon. En fait. Vous pouvez juste vous dire, ça fait 2 mois qu'on voit aucune différence dans des cas complexes. Voilà, on suppose que ça fonctionne, mais voilà, il y a un moment, c'est vraiment un saut dans l'espace, un saut dans l'inconnu, et on va pouvoir aller lire dans la nouvelle collection. Et une fois que vous êtes que dans cette lecture de nouvelle collection, vous allez pouvoir enfin couper l'écriture dans l'ancienne et n'écrire que dans la nouvelle. Et au moment où vous faites ceci, c'est un point de non-retour. Parce que vous ne pouvez pas faire un script de resynchronisation inverse, puisque comme j'ai dit, on était à 15 mégabits. On le découpe, on rajoute des nouveaux documents, si vous les refusionnez, on va peut-être être au-dessus de 16, ça ne va pas fonctionner. Et une fois que vous avez fait ça, que vous n'écrivez plus que dans la nouvelle collection, vous pouvez maintenant faire en parallèle le travail de nettoyage, donc soit des anciennes données et aussi du code. Donc ça, c'était quelque chose qui était en cours. Et on a eu un gros coup d'accélérateur aussi, qui a été le point de bascule, qui était des gros incidents de mars 2023. Alors, je ne sais pas s'il y a des clients PFIT parmi vous. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez de mars 2023 ? Non. Eh bien, c'était une période où on a eu 5 heures de downtime sur une période de paye, fin de mars. Les clients n'ont pas du tout aimé ne pas accéder à l'application au moment de faire les bulletins de paye. On a eu plus d'une semaine où, même si l'application était disponible, en fait, elle était très très lente, donc c'est assez pénible. Et bizarrement, on a eu plus de 1500 tickets clients pour venir me dire « Qu'est-ce qui se passe ?» C'est une très bonne question. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a fait une grosse latence de toutes les requêtes sur la base de données. Ok, on a de la latence. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ce qui se trouvait, on dit la latence est liée à plein de queries qui étaient verrouillées, qui étaient en lock. Ok, comment ça se fait ? En fait, on s'est rendu compte qu'on avait plein de queries ouverts. Ces curseurs ouverts, du coup, ils faisaient des locks. Et la query suivante, en fait, elle ne pouvait pas. Donc, elle était lockée. Et donc, ça se cumulait. Et c'était de pire en pire. Et du coup, on a eu notre usage mémoire qui a explosé à ce moment-là, qui a explosé tellement qu'on est arrivé à un failover qui est vraiment ce qu'on ne veut pas ce qui se passe, puisqu'on a eu le primary de nos shards qui sont tombés. Et donc là, on ne peut plus rien faire. Et donc forcément, tout le monde à bord, tout le monde allait chercher un peu dans ses services, dans tout ça, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, c'était un incident qui nous a quand même fait un post-mortem de 27 pages. Je pense que c'est un record. Je sais pas si des gens ont déjà eu des post-mortem. Voilà. Moi, j'ai l'habitude, ça prend 1-2 pages. Là, on était 27. C'était pas mal de choses. Et je repasse la main pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Bon. Oui. C'est toi qui voulais. Ok, ça marche. Comme vous l'aurez compris, donc le problème était assez complexe. Le post-mortem de 27 pages, c'est pas pour rien. C'est parce que les problèmes sous-jacents, ils étaient multiples. Donc en gros, d'un point de vue stabilisation, on a eu plusieurs phases. Alors premièrement, le côté très court terme, où on a juste, dans un premier temps, fait du scaling vertical bête et méchant. On a en gros jeté de l'argent au problème. On prend la taille des instances, on fait x2. Alors ça veut aussi dire qu'on fait x2 sur les coûts de l'infra. Pour vous donner une idée, la taille donc, que je mentionne là, c'est par instance. 512 Go de RAM par instance. Vous reprenez le nombre de shards qu'on avait les primary. On est sur du 5 Tera de RAM. Oui, l'intégralité du dataset rentrerait en RAM. On a fini par devoir désactiver des fonctionnalités de l'application. Par exemple, sur le dashboard, qui est la page un peu d'accueil quand on se connecte, il y avait un calendrier d'absence qui générait des queries qui étaient vraiment pas jolies. On a désactivé ce genre de fonctionnalités pour un peu réduire la pression. On a fini par changer certaines manières dont on faisait par exemple de la pagination sur notamment le data layer. Dont vous parlait Caroline juste avant, où on faisait des skips, pour ceux à qui ça parle, qui seraient un peu familiers. En gros, à chaque fois, on refaisait les queries et on disait vas-y, skip tant d'éléments, on prend du Mongo. On a fini par sortir de ça. Alors, idéalement, on aurait voulu faire des choses un peu cursor-based qui nous permettaient d'avancer, mais il se trouve que ça renvoyait pas forcément les données dans le même ordre et que même si ça aurait pas dû être un problème, ça en était un. Donc, on a fini par temporairement faire de la pagination à la main en JS sur la réponse des queries. Au final, on a même impliqué du coup MongoDB Inc., l'entreprise des consultants de chez Mongo, pour nous aider un peu à remettre le cluster en état. Je vous laisse imaginer, même chez Mongo, c'était pas évident de trouver quelqu'un chez eux qui connaissait encore MongoDB 3.6.
après ce côté court terme, juste on éteint le feu, il y a un peu stabilisé à moyen terme. Il y a tout un travail justement avec les équipes produits de PayFit sur le fait d'analyser les queries qui étaient lentes. C'est long et fastidieux. Concrètement, on disait juste à Mongo de loguer les slow queries. Et ça remontait dans Datadog, c'était les queries de plus de 500 millisecondes, et on regardait les queries qui faisaient des call scans, sur lesquels il manquait peut-être des index, etc. Et on allait voir avec les équipes, on disait là, il y a peut-être un truc à améliorer, et on allait voir pour du coup créer les index qui manquaient et améliorer un peu les queries sur lesquelles c'était nécessaire. On a continué un peu de se faire un peu aider par MongoDB là-dessus pendant un an. Et il y a quelque chose qui nous a pas mal aidé en fait, c'est un composant qui s'appelle Teleport. Alors c'est un truc open source, même si on est sur une partie enterprise machin et tout. En gros, c'est un proxy d'accès. Ce que ça nous a permis, c'est là où avant on avait des credentials à gérer, à distribuer aux gens pour se connecter au cluster pour leurs opérations, qui faisait que non seulement on avait potentiellement des accès partagés, qui c'est pas ouf, niveau auditabilité, niveau ISO, etc. Enfin voilà, on fait quand même de la paye, on aime bien savoir qui accède à quoi quand. Niveau auditabilité, c'est pas génial, et puis surtout, fallait les gérer. Téléport, en gros, ça va permettre aux gens de se connecter du coup via le SSO, via en l'occurrence Okta chez nous, directement à ce cluster MongoDB self-hosted. Ça fait proxy vers ça. Donc pour les accès humains. Et donc non seulement ça log aussi les queries, mais en plus ça nous donne de la visibilité là-dessus. C'est-à-dire qu'en cas du coup, si jamais il y a des incidents qui se reproduisaient, ça nous donnait la possibilité d'aller voir, qui a lancé quoi dernièrement. Est-ce que quelqu'un ne vient pas de lancer une grosse query de dingue? En plus de ça, on a fait pas mal d'améliorations sur la manière dont on calculait des choses. En fait, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments dans la paye où si on les met à jour, ça va avoir un impact sur d'autres choses. Par exemple, je sais pas, moi, vous mettez à jour le salaire de quelqu'un et en fait, pas de bol, ça va faire dépasser, je sais pas, un seuil de paye globale de votre entreprise qui fait qu'en fait, ça va impacter la paye de tous les autres employés ou les cotisations, ce genre de choses. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on recalculait beaucoup trop. Et on est devenu quand même pas mal meilleur là-dessus dans le fait de délayer un peu plus le moment où on recalculait des choses plutôt que les recalculer dès que quelque chose changeait. Pour vous donner une idée, on a des choses où on fait de la déduplication un peu de commandes de recalcul qu'on avait. On a dédupliqué plus de 90% dans certains cas. Et enfin, on a du coup aussi continué la partie migration vers l'utilisation du data layer dont Caroline vous parlait pour les données qui étaient vraiment au cœur de PayFit, liées à la paye. Bon, c'est super. On a vu à quel point est-ce que ça avait été la galère. On a un peu éteint le feu. On a largement amélioré le data model derrière et on est presque au bout d'arrêter d'avoir des documents de 16 mégas et des applications couplées via la DB. Mais il y a quand même un bon paquet de problèmes de fond qu'on n'a pas réglés. Le cluster 3.6 tout pourri, il est toujours là avec tous les problèmes qui vont avec. Donc, voyons comment est-ce qu'on a résolu un peu ce problème-là pour de bon. Alors, quelques éléments de contexte pour comprendre un peu les choix qu'on a fait. Le premier, on adore les services managés chez PayFit. On est ravis de se loquer avec des third parties. On a littéralement écrit noir sur blanc. On a un truc qui s'appelle les engine tenets, qui sont un peu des motos auxquels on essaie de s'astreindre par défaut. On a écrit noir sur blanc, on n'a pas peur du lock-in et on achète avant de construire nous-mêmes. En gros. C'est-à-dire que si c'est pas notre logique métier, on est ravis de le déléguer. Devinez quoi? Gérer des bases de données, c'est pas le métier de PayFit. Donc on est ravis de le déléguer des third parties. Deuxième point, on essaie d'avoir des équipes produits qui sont aussi autonomes que possible et qui vont vraiment own tout ce qui les concerne, y compris la partie infrastructure, et qui peuvent faire évoluer ça un peu comme elles veulent. Troisième élément, on est en train de prendre un gros virage vers une approche DDD de ce qu'on fait, avec l'identification de domaines un peu clairs et surtout d'avoir des bounding contexts un peu proprement isolés. Ça va d'ailleurs de fait avec une partie avec de plus en plus d'events, voire sur certains bouts un petit peu des débuts, des prémices d'event sourcing pour répondre aux problèmes de temporalité notamment dont Caroline parlait plus tôt. On est vraiment à nos premiers pas là-dessus, on va dire. Et le quatrième point de contexte, c'est que comme beaucoup de boîtes probablement en ce moment, on fait un peu gaffe à ce qu'on dépense quand même. Alors on n'est pas tant dans une optique que ça où on essaye de réduire les coûts à tout prix, si je puis dire, mais plus de limiter un peu le gâchis. On vous a pas donné de chiffre depuis le début. Le cluster MongoDB de production dont je parlais, on estime que si on considère un peu tout, il nous coûte 300 000 balles par an. Ça fait cher. Alors ok, il y a 95% des data, il y avait 95% des data de la boîte dedans, mais ça fait quand même cher, il y a une bonne marge de progression. Donc avec tout ce contexte-là, quand on s'est dit ok, on veut sortir du coup de notre cluster MongoDB de l'enfer, self-hosted, vers des alternatives managées, on a dû se poser un certain nombre de questions. La première, c'était est-ce qu'on ferait pas juste un bon gros lift and shift? On prend le cluster tel qu'il est, les data tels qu'ils sont là, et juste en fait, on demande à quelqu'un d'autre, on bouge vers une alternative managée. Voire on met un petit proxy au milieu pour que ce soit transparent pour les apps, pour que juste les queries passent, et voilà. Mais on met le cluster ailleurs.
On a fait le choix de pas faire ça, déjà parce que en fait ça résout qu'une partie du problème. Un des vrais enjeux qu'on a dans la résolution du problème de fond, c'est d'éclater justement ce méga cluster MongoDB monolithique et d'avoir des clusters un peu plus isolés, justement potentiellement par un peu domaine, et de faire le boulot de fond d'amélioration aussi sur la partie query, sur la partie modèle de données, etc. Et donc si on avait juste fait un lift and shift, on se serait un peu privé de cette opportunité-là. Et en plus de ça, il se trouve que faire du lift and shift, ça voudrait dire trouver un provider qui fournit du MongoDB 3.6. Je ne sais pas si vous en connaissez un, on n'en a pas trouvé, et s'il y en a, je leur souhaite bon courage. Mais donc pas de lift and shift. Deuxième question qu'on s'est posée, est-ce qu'on ne upgraderait pas le cluster quand même? Parce qu'en plus sur MongoDB 4. quelque chose, il y a des légers helpers pour faire des migrations, quelque chose qui s'appelle MongoDB Live Migration par exemple. Mais on a fait le choix de pas faire ça. Déjà parce que ça représente mine de rien un certain risque, dans la mesure où c'est pas possible de rollback quand vous allez lancer la procédure en gros d'upgrade de votre cluster MongoDB. Ça veut dire que si quelque chose se passait mal, et vu l'utilisation exotique qu'on fait de MongoDB, il y a probablement des choses qui seraient mal passées, on n'aurait pas trop pu rollback. En plus de ça, vu que voilà, c'est utilisé par l'intégralité des applications, ça aurait voulu dire, on va orchestrer, on va dire, beaucoup de boulot pour s'assurer que les queries soient compatibles avec les nouvelles versions majeures, etc. Et outre ça, c'est bête, mais le fait de ne pas upgrade, ça laisse une sorte de petit grain de sable dans la chaussure un petit peu, qui donne un peu un intérêt à migrer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on l'avait upgrade, qu'on l'avait rendu tout beau, tout brillant, ça réduit un peu l'intérêt que les équipes auraient pu trouver à migrer. Là, le fait de dire, c'est du MongoDB 3.6 fait que on a, entre guillemets, l'argument, quand quelqu'un veut utiliser des features modernes de MongoDB, de dire, en fait, non, on va plutôt utiliser telle alternative, plutôt que ce cluster-là, et ça incite à bouger. Troisième choix qu'on a fait, c'est cool, on veut le déléguer à un third party, on va avoir une alternative managée. Ouais, mais où? Qui? Laquelle? On a considéré deux choses. La première, c'est AWS DocumentDB, qui a une compatibilité avec MongoDB. Et le deuxième, c'est MongoDB Atlas, qui est du MongoDB managé par MongoDB eux-mêmes, MongoDB Inc., l'entreprise. Ça s'est assez rapidement soldé par la conclusion de MongoDB Atlas, principalement pour deux raisons. La première, c'est que de DocumentDB, c'est vraiment de la compatibilité avec Mongo qu'ils fournissent, sachant qu'on fait déjà qu'on a déjà des cas d'usage un peu à la marge et un peu exotiques, comme on parlait, et qu'on tape déjà des limites de MongoDB. On était assez peu serein d'aller sur quelque chose qui fournit juste de la compatibilité là-dessus. Et en plus de ça, nous, on sait qu'on a d'autres problèmes que juste le cluster lui-même à tacler. Notamment, j'en parlais, le côté data model, index, etc. Et pour ça, on a envie en fait d'avoir l'observabilité assez qualitative, assez poussée sur l'utilisation qui est faite du cluster et sur les données qui y sont stockées. Et là-dessus, j'y reviendrai un peu plus tard, MongoDB Atlas c'est vachement meilleur que DocumentDB en termes d'insight sur ce qui se passe. Donc, MongoDB Atlas. Avec du coup des clusters un peu séparés par deux. Et du coup, quatrième choix, alors c'est tout un tas de choix sur le setup qu'on a fait au niveau de MongoDB Atlas, qui en gros, c'est la première étape quand on s'est vraiment lancé. Une fois qu'on a pris toutes nos décisions, super, il y a quand même un certain nombre de choses à faire pour un peu préparer le terrain pour que toutes les équipes de PFIT puissent se mettre à utiliser MongoDB Atlas. Ça commence par des choses très mondaines et pas super intéressantes, comme l'interconnexion avec Okta pour le SSO et que les gens puissent s'y connecter. Je parle bien du control plane, c'est-à-dire aller se connecter à l'interface web de MongoDB Atlas ou aller se connecter aux API de gestion des clusters. Je ne parle pas de l'accès aux clusters et aux données elles-mêmes. Ça, tout comme le cluster MongoDB Self-Hosted, tout comme ce qu'on a fait, ça va se passer via Teleport. Deuxième choix qu'on a dû faire à un moment, comment est-ce qu'on va faire la partie peering network? En l'occurrence, on est parti sur des private endpoints AWS. En plus, du coup, MongoDB Atlas sont eux aussi hébergés sur AWS dans la même région que nous, donc on n'y perd pas niveau latence, etc. Troisième choix, la manière dont on structure ce qu'on appelle les projets. En fait, MongoDB Atlas a une notion un peu de sorte d'isolation de namespacing, un peu comme vous auriez avec des accounts AWS ou des projects GCP ou ce genre de choses. Et donc, les clusters vont appartenir à ces projets. Il y a plusieurs manières de structurer ça. On aurait pu choisir d'avoir un projet par domaine métier avec un cluster par environnement dedans. Mais on a plutôt choisi d'avoir un projet par environnement et en dessous les clusters de chaque domaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un certain nombre de choses qui se configurent seulement au niveau du projet sur MongoDB Atlas, notamment les permissions pour le control plane et le peering network. Donc en gros, à la fin, ça ressemble à ce que vous voyez sur votre droite, d'un point de vue entre guillemets arborescent. Vous avez par exemple un projet production avec les clusters de, payments, back office, time, etc.
vous voyez des petits suffixes après qui ressemblent à des caractères, à des suites de 4 caractères un peu aléatoires. C'est normal, c'est parce que c'est le cas. On a fait ce choix-là d'avoir des caractères aléatoires à la fin en suffixe. Ça nous facilite le fait, si jamais on doit remplacer le cluster à un moment, le fait de rollout, de pas avoir de clash niveau nom. Si on avait juste un cluster qui s'appelle par exemple, je sais pas, payments, le jour où on doit le remplacer pour une raison X ou Y, ça peut arriver, on se retrouverait à dire, ah mince, il y a là le cluster payments, alors on fait quoi? On fait payments 2 et puis ça y est, on est parti dans, voilà. Suffixe aléatoire. Autre point de setup, d'abord en termes de préparation de terrain, la vision de politique de backup par défaut sur MongoDB Atlas. Et enfin, le fait de créer des modules Terraform pour que les équipes produits puissent gérer leur cluster aussi simplement que possible. Tout ce que je vous ai mentionné là, 98%, c'est configuré via de l'infra-as-code, évidemment, via Terraform. Et justement, puisque je vous parle de Terraform et je vous parlais du module pour gérer les clusters, ça, et on va le parcourir ensemble, pas de panique, c'est littéralement un exemple de ce qu'une équipe produit chez Payfit peut définir pour aller créer et gérer son cluster MongoDB Atlas. Alors, on va y aller pas à pas. Ça, c'est juste la partie qui dit, au fait, je veux créer mon cluster en me basant sur le module là-bas dans telle version, qui est ce qu'on met à disposition des équipes. Deuxième élément, des inputs qui sont nécessaires au bon fonctionnement de tout ça. Alors évidemment, il y a le nom du cluster dedans. Par exemple, ici, on va l'appeler tacos, qui se sera suffixé comme je vous l'expliquais juste avant. En plus, on va avoir le nom de l'équipe qui va vraiment own ce cluster. C'est utilisé pour différentes choses. Ça va du reporting de l'attribution, un peu de coût, pour juste donner de la visibilité aux équipes pour qu'elles aient conscience un peu de ce qu'est claque en infra. Mais c'est aussi utilisé pour, par exemple, pour donner des permissions aux équipes en question. Et le troisième élément, le source repository, c'est juste de la metadata. Ça nous facilite le fait de retrouver un peu nos petits, par exemple, quand on voit un cluster, de dire, OK, où est-ce qu'il est défini dans l'infra-as-code, dans quel repo est-ce qu'il est. Ça facilite le fait de retrouver. Alors le point suivant, je vais attendre un tout petit peu, parce que tout le monde n'est pas forcément familier avec AWS. Je ne sais pas qui bosse avec l'AWS ou a déjà bossé avec l'AWS ici. Ok, ça va, quand même. Donc ça, c'est la partie, c'est les ARN, donc les identifiants de ressources AWS de role IAM. Les role IAM sur AWS, c'est une sorte de petite casquette que va pouvoir mettre votre application pour dire, au fait, je suis telle application et je veux aller parler en général à des services AWS. Il y a tous des mécanismes avec quelque chose qui s'appelle STS qui va faire générer dynamiquement des tokens temporaires pour accéder aux services AWS. Il se trouve que MongoDB Atlas a le bon goût de s'intégrer très bien avec AWS et de supporter l'authentification par role IAM, justement. Et en gros, là, ce qu'on est en train de faire, quand on définit notre cluster MongoDB Atlas, c'est littéralement en train de dire au cluster qui va se créer, fais confiance à ces role IAM-là, trust-les, voilà ceux qui vont pouvoir t'accéder. Et du coup, ensuite, c'est vos applications qui vont aller mettre la casquette pour avoir ces rôles-là et pouvoir accéder à leur cluster. Configuration de l'autoscaling, pas grand chose de super excitant, minimum, maximum, pour savoir entre quelles bornes, merci, il peut jouer, et la taille initiale du cluster à sa création. Et le dernier point, je vais là aussi pareil un peu m'attarder dessus parce qu'il est un peu spécifique et pas forcément très commun. Alors ça s'appelle AWS Parameter Store Prefix. Je vais vous expliquer le problème et ensuite la solution. Quand vous créez des clusters, des DB, peu importe quoi, mais disons là des clusters MongoDB Atlas par environnement comme ça, vous allez ils vont avoir des identifiants différents, etc. Et vous allez avoir des connection strings différentes pour vous y connecter. Dans votre environnement de dev, dans votre environnement de prod, ça va être différent. Et en général, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'une fois que vous avez créé votre cluster avec, par exemple, ici Terraform ou peu importe l'autre outil, vous avez cette information de connection string. Et la question, c'est comment votre application elle est au courant de quelle connection string utiliser. Souvent, ça finit en gros copier-coller de vos outputs d'infra-as-code vers la configuration de votre application. C'est pas super sympa, on n'aime pas trop le copier-coller. Et sur AWS, en fait, il y a un truc qui s'appelle AWS Parameter Store, qui est un service qu'ils fournissent, qui sont en gros du stockage de configuration, on va dire. Et là, ce qu'on fait, ici, cette ligne, ce que le module va faire de cette ligne derrière, c'est, après création du cluster MongoDB Atlas, aller créer un paramètre dans AWS Parameter Store qui s'appellera /restaurant /MongoDB Atlas Connection String, je crois, avec en valeur la connection string. Et en fait, ça va permettre aux applications de découvrir dynamiquement la connection string dans tous les environnements de la même manière. Encore un truc qui juste facilite un peu en fait l'onboarding des équipes et la transition là-dessus. C'est super, on a préparé le terrain.
Maintenant, il s'agit de commencer un peu quand même vraiment à arrêter d'utiliser le cluster MongoDB. C'est le faucille. Il serait temps. On a commencé avec une première phase à prendre des early adopters. On a préféré commencer par prendre les use cases les plus simples, avec la logique que si on n'arrive pas à bouger les trucs les plus simples, on n'arrivera clairement pas à bouger les trucs les plus compliqués. Alors c'est aussi pas forcément les trucs qui ont la plus grande valeur, mais on a commencé par exemple par le back-office de Payfit. L'avantage, c'est que si on se plante royalement, ça n'impacte pas directement les utilisateurs. Et en plus de ça, ça a le bon goût d'être assez indépendant des problèmes de data modeling qu'on a, histoire de backup, de régularisation dont je vous parlais plus tôt. Voilà. Et donc l'approche qu'on a eue avec eux, en fait, c'est vraiment d'y aller, les accompagner autant que possible, parce qu'en fait, nous, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir du feedback et de voir comment ça se passait. C'est littéralement à partir de ces expériences-là qu'on a crafté la documentation pour que les équipes d'après puissent être autonomes. On a vu les questions que les personnes se posaient, on a vu les éventuels écueils qu'il y avait, on a vu les trucs qui n'étaient pas clairs, et on a construit notre doc un peu par rapport à ça. Ça nous a aussi permis de noter des points d'amélioration. Par exemple, le SDK JavaScript MongoDB, le client MongoDB officiel, c'est super, il savait s'authentifier via des rôles IAM auprès de MongoDB Atlas. Par contre, je vous ai dit tout à l'heure que les tokens STS étaient temporaires. Par défaut, c'est 1 heure. Je ne sais plus à combien ça va, mais il y avait forcément un maximum, c'était temporaire. Le SDK ne savait pas les renouveler. Ce qui veut dire qu'en gros, après 1 heure, votre client MongoDB, il était plus fonctionnel. L'équipe du back-office, par exemple, ce qu'ils ont fait quand ils ont commencé, c'est que du coup, ils ont dû faire une partie de boilerplate pour aller réinitialiser le client une fois que ça échouait. C'est pas super. Bon, là-dessus, on a bossé avec MongoDB pour que ça soit en fait supporté nativement, du coup, ce genre de choses dans le SDK JS. L'avantage que derrière, du coup, l'équipe back-office en question a pu non seulement virer le boilerplate en question, mais surtout les équipes d'après qu'on a embarquées n'ont même pas eu à se poser la question en fait, puisque c'était géré. On leur disait juste, voilà, il y a telle version du SDK que vous pouvez utiliser et qui fera le café, et ça le faisait vraiment, ou presque. Un peu même dynamique sur le provider Terraform qui gérait pas l'autoscaling quand on a commencé à bosser avec MongoDB Atlas. On a remonté ça, on aurait même pu aller ouvrir les pull requests en vrai, mais on a bossé avec MongoDB Inc. pour que ça soit intégré d'une manière qui nous semblait sensée dans le provider Terraform. Et on a fait ça, du coup, cette approche-là avec quelques autres équipes aussi. Et ensuite, super, on a migré quelques équipes. Il s'agit maintenant de passer le truc un peu plus à l'échelle de la boîte. Ça concerne vraiment toutes les équipes. L'approche qu'on a là-dessus, c'est en fait, on veut avoir des équipes qui sont autonomes à la fin et qui ownent vraiment ce qu'elles font. Et on veut le faire domaine par domaine. Et en fait, on a pris le choix de laisser ça à l'initiative des équipes. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à essayer d'aller pousser au fin fond de la gorge ou des backlogs des équipes le fait de il faut migrer. L'avantage, c'est que tout le monde a conscience de l'importance du sujet au vu des incidents qu'on a eus, mais plutôt de laisser les équipes y aller à leur rythme par rapport à leurs propres priorités et de fournir toute l'aide qu'on peut. L'idée, c'est vraiment que ce soit les équipes qui se saisissent au plus possible du sujet pour vraiment être autonomes derrière sur la gestion de leur cluster managé. Et voilà, c'est un travail de fond et de longue haleine. C'est encore en cours. On n'a pas encore détruit le cluster MongoDB self-hosted. On sortira les caisses de champagne le jour où c'est le cas. Mais on avance de manière assez sereine. On sait qu'on va en voir la fin. Rapide exemple, essayez pas de lire, c'est vraiment pas l'objectif. C'est le genre de message qu'on envoie aux équipes qui commencent leur migration vers en dehors du cluster MongoDB self-hosted. Et globalement, ce qu'on leur envoie, c'est bien évidemment trop petit pour que vous lisiez, mais c'est pas forcément très grave, parce que c'est pas forcément l'idée. On leur fournit globalement des éléments sur comment gérer leur cluster, quel module Terraform sur la disposition, où il y a la documentation qui va bien, les infos sur la partie network, etc. Les infos sur ce qui risque d'impacter leur application, ça va de bout de configuration, de snippets de code, à des versions minimum de SDK qu'on leur conseille d'utiliser. Et le dernier point, c'est, Caroline vous en parlait, sur l'approche un peu de la migration entre avec ou sans downtime. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on laisse vraiment à la discrétion des équipes. A priori, c'est elles qui connaissent le mieux si oui ou non sur leur domaine métier peuvent se permettre d'avoir des downtime. C'est elles qui savent à quel point elles sont confiantes dans leur approche de la migration, etc. Donc on les accompagne là-dessus, voilà. Et les early adopters dont je vous parlais, ça nous fournit l'avantage que on peut donner des exemples très très concrets aux équipes. En fait, on leur dit, en fait, vous voulez migrer, l'autre équipe là-bas, elle est passée par la même chose. Voilà le canal Slack dans lequel il y a toutes les discussions qu'on a eues si vous voulez voir les murs qui se sont mangés. Voilà les pull requests qu'ils ont dû ouvrir sur leur repo, et les modifs de code qu'ils ont dû faire. Voilà les personnes qui s'en sont chargées dans telle équipe à qui vous voulez aller parler pour avoir des vrais retours sur comment ça se passe. Et on en arrive du coup un peu aux bénéfices qu'on voit déjà de tout ça. Parce que mine de rien, c'est comme je vous dis un travail de longue haleine, on fait quand même pas ça pour rien. Le premier bénéfice, c'est un gros bénéfice sur le côté stabilité.
Je vous fais pas la légende en détail du chart. Plus c'est rouge, plus c'est pas bien. Voilà. En gros, c'est le graphe des incidents qu'on a qui sont liés au cluster MongoDB chez Payfit. On voit clairement qu'on en a moins avant et d'une criticité moindre, simplement parce que on a moins de choses sur le cluster MongoDB self-hosted de l'enfer. Donc déjà, c'est un peu plus stable. Et surtout, toutes les choses qui ont bougé vers MongoDB Atlas, on n'a pas eu un seul incident jusque-là. Ensuite, deuxième bénéfice, déjà côté sécurité. On est ravi d'avoir des applications qui se connectent avec des rôles IAM à leur base de données. On n'a plus à se balader des logins mot de passe. On n'a plus à se soucier de est-ce que ça va leak ou pas. On n'a plus à se soucier de comment on va les rotate. C'est vraiment sérénité d'esprit pour la partie bien sûr du coup qui ont déjà bougé vers MongoDB Atlas. Et téléport, là pour le coup, même bénéfice sur le cluster MongoDB self-hosted qu'on a et sur les nouveaux clusters qu'on a en managé. Authentification du coup via le SSO pour les êtres humains. Plus il y a même des histoires de request pour demander des élévations de privilèges temporaires. C'est vraiment très bien foutu téléport, je vous conseille de jeter un œil. À la base, c'est fait pour faire Bastion et SSH, mais ça fait vachement plus et c'est vachement cool. Troisième bénéfice, on a enfin une vraie isolation. Ça fait que non seulement du coup, ça évite qu'il y ait certains domaines musique qui puissent avoir des side effects pas vraiment prévus sur d'autres. Et outre ça, ça permet aussi d'avoir une compréhension de l'usage et par exemple des coûts qui sont dépensés par domaine métier, puisque du coup on a juste à regarder combien coûte le cluster plutôt que d'essayer de faire de la magie à base de quelle query consomme quoi, etc. Autre bénéfice, qui était quelque chose qu'on cherchait vraiment dès le début, je ne sais pas si vous vous rappelez le petit emoji aveugle sur la slide où il y avait l'architecture, un bénéfice sur le côté observabilité. MongoDB Atlas est vraiment cool là-dessus et même proactif sur des recommandations. Ça c'est vraiment une screenshot qu'on a eu, qu'on a d'un cluster qui existait où ça va vraiment suggérer d'aller créer des index. Parce que ça voit souvent passer des queries avec certains fields sur lesquels ça allait par exemple faire un find et ça se dit en fait ça serait pas mal d'avoir un index là-dessus, voilà lequel créer. Ça aussi suggère des index à drop, des fois qu'il y a des index qui soient dupliqués. Et ça va même faire des suggestions d'amélioration de schéma. Toujours sur le côté observabilité, quelque chose qui s'appelle Query Insight, qui va donner vraiment une compréhension des queries, de ce qui se passe, de combien de temps vont durer, de comment elles se décomposent, ce genre de choses. Là où, comme je vous le disais un peu plus tôt, nous, on se base sur juste des logs de slow queries, des MongoD, qu'on a en plus capé à 500 millisecondes, parce que sinon ça nous coûterait un bras sur Datadog. Là, c'est tout ce qui est au-dessus de 100 millisecondes, et on a vachement plus d'infos. On y a vachement gagné niveau résilience. On a enfin des choses avec une vraie topologie. Là, comme vous pouvez peut-être le voir, il y a des primary et plusieurs secondary, qui fait que d'ailleurs, au moins ils sont a priori capables d'assumer la charge du primary si jamais il venait à tomber. Et au passage, ça permet aussi du coup d'avoir toute la partie upgrade automatique de cluster, qui apporte beaucoup du coup on va dire de sérénité d'esprit là-dessus. Et clusters qui font du coup de l'autoscaling, que ça soit up ou même down. Ce qui fait qu'in fine, on espère que ça finira par nous coûter moins cher. Backup, rien de super excitant là-dessus. Ça nous permet juste d'avoir à faire moins d'engineering, moins de logique, moins de choses un peu custom pour gérer les backups. On donne des policiers, ça s'en occupe. On a eu la bonne surprise d'avoir les MongoDB Atlas Charts. On s'y attendait pas du tout. C'est pas quelque chose qui nous intéressait de base. En gros, c'est une feature qui vous permet d'aller créer des charts, des graphes dans MongoDB Atlas, basés sur le résultat de certaines queries MongoDB. C'est assez pratique. En vrai, pour rapidement avoir un peu exploré, comprendre un peu ce qui se passe, ce qu'il y a comme données sur certains endroits, c'est pas mal. Ceci dit, on a quand même certains axes d'amélioration. Typiquement, on a vraiment hâte un jour de pouvoir passer sur MongoDB Atlas Serverless. Parce que c'est super, l'autoscaling, les min-max, mais on n'adorerait pas s'en soucier et juste payer à ce qu'on consomme en termes de query de stockage. On n'a pas été vers MongoDB Atlas Serverless parce que quand on a commencé, c'était encore très jeune, pas très mature, et même encore aujourd'hui, il manque des choses, comme par exemple les fonctionnalités de online archive sur Paris. Et côté notification aussi, les notifications d'autoscaling, ça spam comme pas possible et c'est pas configurable et tout le monde se fait spammer, tout le monde en a marre. Hopefully, ça s'améliorera bientôt. On a aussi pas mal d'améliorations encore à faire sur le côté temps de prise en main par les équipes, parce que ça fait quand même un gros morceau, la partie du cluster, la partie aller comprendre vraiment ce qui se passe, parce que jusque-là, la plupart des équipes s'en occupaient pas trop. L'idée, c'est de changer ça. Et en fait, on aurait bien aimé, avant, quand on a commencé, avoir des retours d'expérience de la part de boîtes qui auraient fait des choses similaires. On n'en a pas trouvé. C'est pour ça qu'on a décidé de faire ce talk. Comme ça, on se dit, si on a d'autres qui veulent faire pareil, il y aura des éléments. Et on va conclure.
Voilà, donc si jamais des personnes sont tombées en sieste post-digestive et se réveillent maintenant, voilà, c'est le moment de réécouter les principes de base qu'on a pu parler. J'ai une voix si monotone que ça. Exactement. Alors, en amélioration, donc au début, on était sur un blast radius énorme, mais en fait, comme on a réussi à faire le découpage des applications en introduisant une autre couche de data layer, et ben ça signifie que si jamais quelque chose est en train de tomber et il n'y a que ce domaine-là qui tombe et c'est pas toute l'application qui est done pendant 5 heures. Donc ça, c'est quand même assez chouette. On a réussi maintenant à pouvoir scale up sans souci, pouvoir supporter des charges élevées quand c'est les périodes de régulation, quand c'est les périodes de paye, mais aussi de scale down et donc de baisser le coût du cluster. On a, comme on l'avait vu, beaucoup moins d'incidents, beaucoup moins de temps de maintenance, donc c'est quand même quelque chose qui est toujours hyper serein de pouvoir travailler sans avoir à être interrompu par l'urgence du moment. On a permis de s'améliorer sur l'observabilité de l'utilisation. On a une authentification qui est beaucoup plus saine. On sait exactement ce qui se passe, on sait qui accède aux données et pourquoi. On peut créer des rôles qui sont limités, donc de bosser sur des données, quand on bosse sur des données sensibles, et ben uniquement celles-ci et pas toutes les autres. De pouvoir analyser par domaine quels sont les coûts. Et ça, c'est vraiment très bien aussi pour l'automatisation des équipes, de savoir qu'est-ce qu'elles font, et pouvoir s'en emparer elles-mêmes et avoir des informations de connexion. Et ça va tellement mieux que on espère pouvoir démanteler l'équipe dédiée d'ici la fin de l'année, de pouvoir consacrer à d'autres choses. Et pour rappel, c'était ça les problèmes. Donc ça va quand même beaucoup, beaucoup mieux. Alors, en point notable, voilà, c'est la deuxième slide la plus importante après celle qui va venir bientôt. Ce qu'on conseille, si jamais des gros soucis sur la Mongo, c'est vraiment de stabiliser. Prenez un temps, mais ça doit être de manière limitée. C'est-à-dire, ça va vous donner les moyens de faire la migration en parallèle, une migration qui va se faire sur du temps long, mais vraiment d'avoir ce bon équilibre entre le mitigation urgente et adresser la racine du problème qui va prendre forcément plus de temps. Quand ça arrive, c'est vraiment ce qui nous a permis d'en sortir. Ça a été que, comme il y avait eu des gros incidents avec un gros effet client, et on a eu tout le management, toute la direction qui était derrière, qui a pu faire un sponsoring et dire, voilà, ça c'est vraiment la priorité, la stabilisation de l'infrastructure, c'est la priorité de l'entreprise. D'avoir des services managés, c'est vraiment bien. Ça permet de baisser la charge mentale, de pouvoir pas s'en occuper. Et quand on a commencé Téléport, c'était un peu nouveau, il n'y avait pas beaucoup d'adoption. Enfin, nous, on fait partie des API des early adopteurs de Téléport en France, et on vous le recommande chaudement. C'est vraiment, ça a amélioré les choses énormément. Et d'avoir une couche de data layer. C'est vraiment quelque chose aussi qu'on recommande. Ça vous permet de faire de l'anti-corruption layer aussi. Ça vous permet de bien comprendre ce qui se passe. C'est vraiment chouette. Et enfin, effectivement, dans l'urgence, on est là, il faut faire des pull requests parce que sinon on se prend le mur. Dès que vous avez la possibilité de pouvoir être dans une démarche non pas de top-down, mais d'accompagnement, de partage, vraiment pas hésiter à créer une communauté comme Alexis l'avait présenté, de dire on va faire des early adopters et ensuite eux-là vont pouvoir aider d'autres équipes, de créer de la documentation, créer des helpers. Ça, c'est vraiment quelque chose hyper important. Si vous avez envie d'en connaître plus sur ce qu'on fait, on a fait d'autres interventions. Il y en a une plus tard en amphibé avec Martin qui vous présentera OBS, donc ce soir à 17h. Il est là-haut. Pour le reconnaître, c'est le paparazzi qui est en haut à droite. Demain, je ne sais pas si vous avez vu, on a eu parler un peu d'incidents, et donc Alexis nous parlera de comment on gère les incidents techniques, aussi en amphibé. Et si jamais vous n'avez pas le temps d'aller le voir, parce qu'il y a d'autres choses très intéressantes au Bracecamp, on refait une présentation qui est quasiment similaire en octobre à Nantes là-dessus. Et enfin, si le Domain Driven Design vous intéresse, on a une présentation par Christina Hirth en octobre à Berlin, donc qui sera en anglais sur un workshop de comment un truc d'impact.
Maintenant arrive la salle la plus importante. N'oubliez pas que dimanche, c'est le moment d'aller voter. Voilà, merci. Merci tout le monde. Je pense qu'on a à peu près 1 minute donc pour une seule question. Et en attendant que peut-être quelqu'un lève la main, il y a le QR code pour l'open feedback. Ça nous serait très utile, d'autant plus que du coup on va faire ce talk, donc c'est important de savoir ce qu'on peut améliorer. Du coup, y a-t-il des questions? C'est jamais super bon signe quand il n'y a pas de questions. C'était très clair, oui, bien sûr. Bon, bah écoutez, si jamais il vous vient à l'esprit des questions, on est encore là jusque demain soir a priori, donc voilà, vous n'hésitez pas à venir nous voir. Sauf si c'est pour expliquer votre bulletin de paye, on ne saura pas vous l'expliquer. On peut tenter. On peut tenter. Bon, merci beaucoup en tout cas, bonne conférence.